Elle ne rêvait que d'une seule chose, revoir sa maison natale. 20 ans de prison derrière elle, un simple sac à la main, et l'espoir qu'il avait porté toutes ces années. Mais lorsque la porte s'est ouverte, elle a été bouleversée par ce qu'elle a vu. Abonnez-vous à la chaîne et dites-nous dans les commentaires de quel pays vous nous regardez. Quand les lourdes portes métalliques se refermèrent derrière elle, avec un bruit sec, presque indifférent, Eleanor Reeves comprit que le monde ne l'avait pas attendue. L'air extérieur la frappa au visage avec une intensité inhabituelle. Chargée d'odeurs qu'elle avait presque oubliées, l'asphalte chauffé par le soleil, l'essence, l'herbe humide au bord de la route. Tout semblait trop bruyant, trop rapide, trop vivant. Les voitures passaient sans ralentir. Les voix se mêlaient en un brouhaha continu, et personne ne prêtait attention à cette femme âgée qui s'était arrêtée à quelques pas de la grille, comme si ses jambes refusaient d'avancer davantage. Elle avait 72 ans. Son corps le lui rappelait à chaque mouvement. Ses genoux tremblaient, son cœur battait parfois de travers sans prévenir. Ses mains frissonnaient, même lorsqu'elle ne ressentait pas le froid. Dans sa main droite, elle tenait un sac en plastique transparent, léger au point d'en être presque irréel. À l'intérieur, il y avait tout ce qui restait de sa vie d'avant. Quelques billets froissés, une photographie délavée au coin arrondi par les années, et une petite croix en métal ternie qu'elle portait depuis l'adolescence. Rien d'autre. Pas de valise, pas de manteau neuf, pas de promesse d'avenir. Seulement ce sac, et une liberté qui ressemblait davantage à un territoire inconnu qu'à une délivrance. Personne ne l'attendait. Aucun visage familier, aucun bras ouvert, aucun mot prononcé à voix haute pour marquer le retour d'Eleanor Reeves dans le monde des vivants. La prison lui avait donné un billet de bus jusqu'à son comté natal, rien de plus. Elle resta immobile quelques secondes encore, laissant ses yeux suivre les lignes de la route, comme si elle cherchait une direction à prendre. Puis, presque malgré elle, une pensée s'imposa, claire et tenace, celle qui l'avait maintenue debout pendant 20 longues années, rentrer à la maison. Tant que la maison existait, tant qu'elle pouvait encore en franchir le seuil, elle n'était pas complètement effacée. Cette certitude l'accompagnait depuis le jour de son arrestation, comme un fil tendu au-dessus du vide. Elle n'avait pas rêvé de vengeance, ni même de justice. Elle avait rêvé de bois blanc, d'une véranda qui faisait le tour de la maison, du craquement familier des marches sous ses pas. Elle avait rêvé de ce lieu transmis de mère en fille, génération après génération, et qui, dans son esprit, ne pouvait appartenir à personne d'autre qu'à elle. Avant que tout ne s'effondre, Eleanor menait une vie simple, presque invisible. À 52 ans, elle enseignait l'anglais dans un lycée de Cedar Hollow, une petite ville du Tennessee où chacun connaissait les habitudes des autres, bien avant qu'ils ne les annoncent eux-mêmes. Elle était respectée, non pour un charisme particulier, mais pour sa constance. Elle arrivait toujours à l'heure, préparait ses cours avec soin et traitait ses élèves avec une patience que beaucoup admiraient sans jamais vraiment la comprendre. Dans cette ville, on la décrivait souvent comme « tranquille », un mot qui semblait la définir entièrement. Sa maison se trouvait à l'écart, sur quelques acres de terrain bordés de vieux arbres. La peinture blanche avait été rafraîchie à plusieurs reprises au fil des ans, mais la structure était restée la même que du temps de sa grand-mère. La véranda entourait la maison comme des bras ouverts, offrant de l'ombre en été et un refuge contre la pluie au printemps. Chaque planche de bois, chaque clou semblait imprégné de souvenirs, de voix, de gestes transmis sans jamais être écrits. Ce n'était pas un simple bien immobilier, c'était une lignée. Derrière la maison se trouvait l'atelier de Thomas, son mari. Il était menuisier, un homme de gestes précis et de paroles mesurées. Le parfum du bois fraîchement coupé se mêlait toujours à celui de la sciure, et Éléonore disait souvent que cet endroit respirait comme un être vivant. Thomas ne cherchait pas à faire fortune. Il fabriquait des meubles solides, honnêtes, que les gens venaient chercher parfois de plusieurs comtés voisins. Ce n'était pas un commerce au sens strict, mais un métier transmis par la pratique et le respect de la matière. Il n'avait pas eu d'enfant. Au début, cette absence avait été une blessure ouverte, puis une attente silencieuse, et enfin une résignation partagée. Avec le temps, ils avaient appris à remplir leur vie autrement, par le travail, par les habitudes, par cette maison qui était devenue leur point d'ancrage. Pour Éléonore, plus les années passaient, plus elle comprenait que la maison était ce qu'ils avaient construit de plus durable.
Vanessa, sa sœur cadette, faisait partie de ce tableau, mais comme une note dissonante que l'on choisit d'ignorer. Là où Éléonore était réservée, Vanessa était vive, persuasive, toujours capable de provoquer l'émotion adéquate chez les autres. Elle savait se rendre indispensable, susciter la compassion, créer autour d'elle un sentiment d'urgence qui empêchait toute réflexion approfondie. Éléonore voyait en elle une sœur plus fragile, quelqu'un qu'il fallait protéger. Jamais elle n'avait envisagé qu'il pût y avoir un danger à lui faire confiance. Après la mort de leur mère, la question de l'héritage avait été réglée sans heurts apparent. La maison revenait à Éléonore, conformément à la tradition familiale, tandis que Vanessa recevait l'argent de l'assurance. Sur le moment, la décision semblait juste, équilibrée. Personne n'avait élevé la voix, personne n'avait protesté. Pourtant, avec le recul, Éléonore comprit que c'était là que s'était formée la première fissure, invisible mais profonde. À l'automne 2006, Vanessa était apparue sur le seuil de la maison d'Éléonore, dans un état que celle-ci n'avait jamais vu auparavant. Elle semblait brisée, nerveuse, les traits tirés par une peur difficile à nommer. Elle parlait vite, ses mains tremblaient, et ses yeux cherchaient constamment un point d'appui. Elle raconta une histoire effrayante, évoquant des dettes, des gens qui ne pardonnaient pas, un délai qui touchait à sa fin. Selon elle, la seule façon de s'en sortir était d'agir immédiatement. Vanessa expliqua qu'elle travaillait comme comptable pour un promoteur immobilier influent, Harold Pierce, et qu'elle avait découvert par hasard des preuves d'une vaste fraude financière. Elle affirma que Pierce voulait la faire taire et qu'elle n'était plus en sécurité. Elle sortit alors un support numérique prétendant qu'il contenait des documents compromettants. Elle demanda à Éléonore de le cacher et, si jamais quelque chose devait lui arriver, de le remettre aux autorités. Éléonore ne posa pas de questions. Elle ne consulta ni avocat ni police. Elle agissait comme elle l'avait toujours fait avec sa sœur. Elle aidait. Elle croyait sincèrement que sauver Vanessa était la seule option morale possible. Cette décision, prise sans hésitation, allait pourtant sceller son destin. Quelques semaines plus tard, Harold Pierce fut retrouvé assassiné. La nouvelle se répandit rapidement dans la région, alimentée par des rumeurs et des suppositions. Éléonore se souvenait encore de la sensation de froid qui avait envahi sa poitrine en apprenant la mort de cet homme. Elle n'imaginait pas encore à quel point cet événement était lié à elle. 2 jours après l'annonce du meurtre, des agents se présentèrent chez elle avec un mandat. La maison fut envahie par des pas étrangers, des voix autoritaires, des regards soupçonneux. Le support que Vanessa lui avait confié fut saisi. Ce que les enquêteurs y trouvèrent n'avait rien à voir avec une fraude financière. Il contenait des schémas, des horaires, des plans détaillés, des instructions précises liées au meurtre de Pierce. Certaines notes ressemblaient à l'écriture d'Éléonore. Ses empreintes digitales étaient sur l'appareil. Pire encore, l'argent qui aurait servi à payer l'exécutant du crime semblait provenir de son propre compte bancaire. Tout s'enchaîna à une vitesse vertigineuse. Aux yeux de l'enquête, Eleanor Reeves n'était plus une enseignante sans histoire, mais l'organisatrice d'un assassinat soigneusement planifié. Elle tentait de comprendre, de protester, d'expliquer qu'elle n'avait fait que protéger sa sœur, mais ses paroles semblaient se dissoudre dans l'air. Le procès fut rapide, presque expéditif. La salle d'audience était pleine de visages qu'elle connaissait à peine, mais qui semblaient tous convaincus de sa culpabilité. Le coup le plus dur vint de Vanessa elle-même. À la barre, elle se présenta comme une victime terrorisée, décrivant sa sœur comme une manipulatrice, une femme capable de menaces et de calculs froids. Les jurés l'écoutaient, captivés par ce récit qui donnait un sens simple à une affaire complexe. En l'espace de quelques heures, le verdict tomba. Coupable. 30 ans de prison. Le monde d'Éléonore s'effondra en silence, sans cri ni larmes. Elle croyait encore, à ce moment-là, que tout finirait par s'éclaircir, que Vanessa reviendrait sur ses déclarations, qu'elle admettrait avoir menti ou qu'elle expliquerait avoir été contrainte. Vanessa vint la voir une seule fois après la condamnation. Elle prononça des mots qui restèrent gravés dans la mémoire d'Éléonore, plus douloureusement que les barreaux de sa cellule. Elle dit que c'était nécessaire, que sans cela, elle n'aurait pas survécu. Il n'y avait ni regret ni excuse dans sa voix, seulement une froide certitude. Les années passèrent. Les lettres se firent rares, puis cessèrent. Les appels restèrent sans réponse. Pourtant, au fond de sa cellule, Éléonore continuait de croire à une chose. La maison était toujours là. Cette idée devint sa dernière ancre, la seule raison de continuer à se lever chaque matin.
Tant que la maison l'attendait, elle n'était pas complètement perdue. Et c'est avec cette pensée qu'elle monta finalement dans le bus, le sac en plastique serré contre elle, prête à découvrir ce que le monde avait fait de son absence. Le bus la déposa à l'entrée du comté, en milieu de matinée, sans cérémonie, comme on abandonne un colis à destination. Éléonore descendit lentement, sentant sous ses pieds le sol irrégulier du bas-côté. Le moteur repartit aussitôt, soulevant une poussière qui lui piqua les yeux. Elle resta un moment immobile, observant la route vide, puis serra un peu plus fort son sac contre elle. Désormais, il n'y avait plus de transition possible. Chaque pas la rapprocherait de la vérité, quelle qu'elle fût. Elle commença à marcher. La route qu'elle connaissait autrefois par cœur semblait plus longue, plus large, presque étrangère. Là où s'étendaient jadis des champs ouverts, des clôtures neuves s'élevaient désormais, marquant des parcelles privées. Des maisons modernes avaient poussé à des endroits où elle se souvenait de prairies silencieuses. Les panneaux publicitaires annonçaient des commerces inconnus, et même les arbres semblaient avoir changé de place, comme si le paysage s'était réorganisé en son absence. Elle reconnaissait pourtant certains virages, certaines lignes d'horizon, et cette reconnaissance partielle rendait le tout encore plus troublant. Au fil de la marche, son esprit se mit à osciller entre le présent et les souvenirs. Elle revoyait ses trajets quotidiens en voiture, les fenêtres ouvertes l'été, la radio diffusant de vieilles chansons. Elle se souvenait de Thomas qui l'attendait parfois sur la véranda, une tasse de café à la main. À chaque souvenir, son cœur se serrait, mais elle continuait d'avancer. Elle ne se permettait pas d'imaginer ce qu'elle trouverait au bout du chemin. Elle se contentait de répéter intérieurement que la maison était là, qu'elle l'avait attendue. Lorsque le tournant final apparut, son souffle se coupa. Au-delà de la haie, elle aperçut le toit familier, la silhouette tant répétée dans ses rêves. La maison était toujours debout. La peinture blanche semblait même plus fraîche qu'avant. La véranda intacte, presque accueillante. Un instant, elle eut l'impression que les 20 dernières années n'avaient été qu'un cauchemar prolongé. Elle s'arrêta, posa une main contre le tronc d'un arbre, devenu plus épais, comme pour s'ancrer dans cette vision. Puis les détails se mirent à parler. Une voiture inconnue était garée sur l'allée. Sur l'herbe, près du perron, des jouets colorés étaient éparpillés, trace évidente d'une présence enfantine. Ces objets, anodins en apparence, frappèrent Éléonore plus violemment que n'importe quelle parole. Ils racontaient une histoire qu'elle n'avait pas vécue, une continuité qui ne lui appartenait pas. Elle avança encore, chaque pas devenant plus lourd. Sur la véranda, une jeune femme apparut, attirée sans doute par le bruit de pas. Elle était enceinte, son ventre arrondi visible même à distance. Elle portait un simple t-shirt et un sourire qui se figea en voyant Éléonore s'approcher. À cet instant précis, avant même qu'un mot ne soit échangé, Éléonore comprit. Cette maison n'était plus seulement entretenue. Elle était habitée, vécue, aimée par d'autres. Elle s'arrêta au pied des marches, hésitant à monter. La jeune femme descendit quelques pas, prudente, sans hostilité apparente. Éléonore sentit sa gorge se serrer. Elle se présenta d'une voix qu'elle eut du mal à reconnaître comme la sienne. Elle dit son nom. Elle dit que cette maison avait été la sienne. Les mots semblaient irréels, flottant entre elles comme une langue oubliée. La réaction de la jeune femme ne fut ni la colère ni la méfiance immédiate. C'était une stupeur authentique, presque douloureuse. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle recula légèrement, comme si le sol venait de se dérober sous ses pieds. Elle appela son mari d'une voix incertaine. Un homme apparut à son tour, son regard passant d'Éléonore à sa femme, cherchant à comprendre la situation. Ils ne la chassèrent pas. Ils l'écoutèrent. Dans le salon baigné de lumière, Éléonore expliqua ce qu'elle pouvait, sans accusation ni cri. Elle parla de la prison, de son retour, de cette maison qui avait été transmise dans sa famille depuis des générations. Les mots sortaient lentement, comme s'ils devaient franchir une barrière invisible avant d'atteindre leurs interlocuteurs. La jeune femme s'appelait Emma et son mari Michael. Ils vivaient ici depuis des années. Ils avaient acheté la maison en 2009, par l'intermédiaire d'un avocat. Tous les documents étaient en règle. Le vendeur s'était présenté comme la seule héritière légitime. Elle s'appelait Vanessa Reeves. Le nom résonna dans l'esprit d'Éléonore avec une violence muette. Emma et Michael expliquèrent qu'on leur avait montré des certificats attestant du décès d'Éléonore. Tout semblait officiel,
authentifiée, irréprochable. Ils avaient investi leurs économies dans cette maison, y avaient bâti leur vie, y avaient vu naître des enfants. À mesure que le récit avançait, Éléonore sentit sa colère se transformer. Ce couple n'était pas ses ennemis. Ils étaient, eux aussi, pris dans un mensonge soigneusement construit. Elle observa autour d'elle les signes de leur quotidien. Des dessins d'enfants étaient accrochés au réfrigérateur. Des photographies de famille occupèrent les étagères. Le bruit d'un enfant qui riait à l'étage lui parvint, lointain et pourtant si présent. Elle comprit alors que revendiquer cette maison par la force ne ferait que prolonger la chaîne de la douleur. Ils lui proposèrent de s'asseoir, de boire un verre d'eau. La tension dans la pièce était palpable, mais elle n'était pas hostile. C'était la tension de personnes confrontées à une vérité qu'elles n'avaient jamais imaginée. Lorsque la nuit tomba, ils lui offrirent de rester. Éléonore accepta, trop épuisée pour refuser. La chambre où elle dormit cette nuit-là n'était pas la sienne. Les murs portaient des couleurs qu'elle n'avait pas choisies et les meubles racontaient une autre histoire. Elle resta longtemps éveillée, écoutant les bruits de la maison, tentant de reconnaître des sons familiers dans un environnement devenu étranger. Elle se sentait comme une ombre traversant un lieu vivant, consciente de ne plus y avoir sa place. Le lendemain, Michael commença à rassembler les documents de l'achat. Il avait un esprit méthodique, presque obsessionnel lorsqu'il s'agissait de comprendre une situation complexe. Il parla de dates, de signatures, de vérifications effectuées à l'époque. Plus il avançait, plus des incohérences apparaissaient. Certaines pièces semblaient trop parfaites, trop lisses. En explorant les dépendances, il découvrirent que l'atelier de Thomas avait été vidé. Les machines avaient disparu, les établis avaient été démontés. Les meubles autrefois fabriqués là avaient été vendus. Même les objets personnels, la vaisselle, les photographies, tout avait été dispersé. Éléonore évoqua une somme d'argent en liquide qu'il conservait autrefois dans une cache du sous-sol. Elle descendit avec Michael, mais l'endroit était vide. Cette absence confirma ce qu'elle redoutait depuis longtemps. Au fil des jours, une étrange alliance se forma entre eux. Michael poursuivait ses recherches, confrontant les archives, cherchant à comprendre comment une telle vente avait pu avoir lieu. Emma, malgré sa grossesse, se montrait attentive, presque protectrice envers Éléonore. Celle-ci, pour la première fois depuis 20 ans, ne se sentait plus complètement seule. Elle comprit alors que la maison, telle qu'elle l'avait connue, n'existait plus. Mais à sa place naissait autre chose, une possibilité. Si elle ne pouvait pas récupérer ce lieu sans briser des innocents, elle pouvait encore récupérer la vérité. Et cette vérité, elle commençait à la percevoir comme une construction délibérée, patiente, dont les fondations portèrent le nom de sa sœur. C'est avec cette certitude nouvelle qu'Éléonore se prépara à affronter la suite, consciente que le chemin qui s'ouvrait devant elle serait aussi long que celui qui l'avait menée en prison, mais peut-être, enfin, porteur de sens. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une étrange routine, faite de silences partagés, de dossiers étalés sur la table de la cuisine et de cafés qui refroidissaient sans que personne n'y touche. Éléonore avait cessé de compter le temps. Elle vivait dans une parenthèse où le passé et le présent se superposaient sans jamais se rejoindre complètement. La maison, désormais habitée par d'autres, restait le point fixe autour duquel tout gravitait, mais l'enjeu n'était plus seulement ce lieu. Quelque chose de plus vaste et de plus sombre se dessinait peu à peu. Michael travaillait avec une concentration presque obsessionnelle. Chaque document lié à l'achat de la maison était relu, comparé, replacé dans une chronologie précise. Il notait des dates, soulignait des signatures, s'arrêtait parfois en fronçant les sourcils, comme si un détail refusait de s'emboîter correctement. Éléonore l'observait souvent en silence, reconnaissante et en même temps envahie par une fatigue ancienne. Pendant 20 ans, elle avait été privée de toute possibilité d'agir. Désormais, l'action revenait, mais elle avait un prix, revivre ce qu'il avait détruit. Peu à peu, Michael élargit ses recherches au-delà de la simple vente. Il demanda des copies des archives judiciaires du procès d'Éléonore, consulta les actes notariés, fouilla les bases de données publiques. Les incohérences se multipliaient. Certaines vérifications censées avoir été effectuées ne l'avaient jamais été. Des expertises semblaient bâclées, comme si l'on s'était arrêté dès que la version officielle avait trouvé un visage acceptable. Lorsque les premiers éléments du dossier judiciaire furent étalés sur la table,
Éléonore sentit une pression familière s'exercer sur sa poitrine. Les pages jaunies racontaient son histoire sous un angle qui ne lui appartenait pas. Chaque phrase semblait avoir été écrite pour conduire à une seule conclusion. Michael remarqua rapidement ce que personne n'avait voulu voir autrefois. L'enquête s'était figée dès lors qu'Éléonore était devenue la suspecte idéale. En relisant les témoignages, un nom revenait sans cesse, mais toujours à la périphérie. Harold Pierce. Officiellement, il n'était que l'employeur de Vanessa, un promoteur immobilier influent victime d'un crime mystérieux. Pourtant, certains détails suggéraient une relation bien plus intime. Des échanges de messages, à peine mentionnés dans le dossier, laissaient deviner une proximité qui dépassait le cadre professionnel. Michael creusa dans cette direction, et ce qu'il découvrit modifia radicalement la compréhension de l'affaire. Vanessa n'était pas seulement une employée. Elle avait été la maîtresse de Pierce pendant des années. Cette relation lui avait donné accès à des informations, à des comptes, à des leviers financiers que peu de gens possédaient. Plus encore, elle lui offrait une position dangereuse lorsque l'équilibre se rompait. Un autre élément surgit alors, un contrat d'assurance vie conséquent, établi au nom de Pierce, avec un bénéficiaire secondaire dont l'identité semblait floue. Le nom utilisé n'apparaissait dans aucune base de données avant le milieu des années 2000. Une identité créée de toutes pièces. À mesure que les pièces s'assemblaient, une logique implacable se dessinait. Pierce avait cessé d'être utile à Vanessa. Peut-être menaçait-il de l'écarter, peut-être voulait-il se débarrasser d'elle. Quelle qu'en fût la raison, il était devenu un obstacle. Et pour Vanessa, les obstacles se contournaient ou se détruisaient. Le meurtre n'était pas un acte de panique, mais une décision. Restait la question la plus douloureuse pour Éléonore. Pourquoi elle? La réponse s'imposa avec une clarté cruelle. Elle était le choix parfait. Une femme discrète, sans antécédents, sans défense juridique solide, profondément attachée à sa sœur. Quelqu'un qui accepterait de garder un support compromettant sans poser de questions. Quelqu'un dont le compte bancaire pouvait être manipulé sans éveiller de soupçons immédiats. Vanessa avait préparé le terrain avec patience, imitant son écriture, utilisant les objets qu'elle savait pouvoir porter ses empreintes, construisant une illusion si cohérente qu'elle avait résisté à l'examen superficiel de la justice. La vente de la maison s'inscrivait dans cette même logique. Après avoir fait condamner Éléonore et l'avoir effacée légalement par des certificats de décès falsifiés, Vanessa avait méthodiquement liquidé tout ce qui pouvait être transformé en argent. L'atelier de Thomas, les meubles, les souvenirs, jusqu'à l'argent caché dans le sous-sol. Puis elle avait vendu la maison à une famille honnête, protégée par des documents irréprochables en apparence. Elle avait refermé la boucle, convaincue que rien ne remonterait jamais à la surface. Face à l'ampleur de cette construction, Michael comprit qu'il ne pourrait pas avancer seul. Il contacta une organisation spécialisée dans la révision de condamnations injustes. C'est ainsi que Lauren Park entra dans la vie d'Éléonore. Jeune, méthodique, dotée d'un regard qui ne se contentait pas des évidences, Lauren étudia le dossier avec une attention froide. Très vite, elle identifia ce qui l'avait rendu possible. Une enquête qui avait cessé de chercher dès qu'elle avait trouvé une histoire plausible. Lauren lança immédiatement une procédure de réexamen. Elle demanda de nouvelles expertises, sollicita des spécialistes en analyse documentaire, remit en question les flux financiers présentés à l'époque. Mais pour démonter complètement le mécanisme, il fallait aller plus loin. Elle fit appel à Daniel Rose, un ancien agent fédéral reconverti en détective privé, connu pour sa capacité à suivre des pistes que d'autres jugeaient trop complexes. Daniel travailla dans l'ombre, retraçant les mouvements d'argent, les changements d'identité, les sociétés écrans. Les résultats arrivèrent de par fragments, mais chaque fragment renforçait la même conclusion. Vanessa avait changé de nom, déplacé des fonds à travers plusieurs États, utilisé des structures légales pour masquer l'origine de ses revenus. Finalement, la piste mena à Scottsdale, en Arizona. Là-bas, Vanessa vivait derrière des clôtures soignées, dans un quartier aisé, aux côtés d'un homme qui ignorait tout de son passé réel. Une information inattendue accompagna cette découverte. Vanessa était gravement malade. Un cancer à un stade avancé, avec un traitement lourd et des perspectives incertaines. Cette nouvelle bouleversa Éléonore plus qu'elle ne l'aurait cru. Elle comprit que le temps, qui lui avait été volé pendant 20 ans, devenait soudain une ressource limitée pour sa sœur. Une question s'imposa alors, insistante et douloureuse.
Fallait-il la confronter? Lorraine tenta de la dissuader. Une confrontation directe pouvait pousser Vanessa à détruire des preuves ou à disparaître définitivement. Mais Éléonore savait que certaines vérités ne pouvaient être entendues qu'en face à face. Elle ne cherchait plus à convaincre la justice seule. Elle avait besoin d'entendre, de ses propres oreilles, ce que Vanessa avait fait et pourquoi. Cette décision marqua un tournant. Pour la première fois depuis son retour, Éléonore ne subissait plus les événements. Elle les choisissait, consciente que la prochaine étape l'amènerait à affronter le cœur même de la trahison qui avait façonné sa vie. La décision fut prise sans éclat, sans proclamation solennelle. Elle se forma lentement en Éléonore, comme une certitude qui s'impose quand toute autre voie a déjà été explorée. Lorraine tenta encore de la raisonner, lui rappela les risques, la fragilité d'un dossier qui avançait enfin dans le bon sens. Une confrontation directe pouvait alerter Vanessa, lui donner l'envie de faire disparaître ce qui n'avait pas encore été saisi, de brouiller les pistes une dernière fois. Daniel partageait ses craintes avec une retenue professionnelle, conscient qu'un pas de travers pouvait réduire à néant des semaines de travail. Éléonore les écouta, les remercia, puis répondit avec une douceur inflexible. Elle n'allait pas là-bas pour provoquer ou pour menacer. Elle y allait pour entendre la vérité, sans intermédiaire, sans interprétation. Elle y allait parce qu'après 20 ans de silence imposé, elle avait besoin d'une voix, même si cette voix devait la blesser davantage. Le voyage vers l'Arizona eut quelque chose d'irréel. L'avion traversa des paysages qu'Éléonore observa sans vraiment les voir. Elle pensait au temps, à la manière dont il s'était étiré pour elle dans les murs de la prison et dont il semblait maintenant s'accélérer sans prévenir. Elle pensa à Thomas, à la maison, à la jeune famille qui y vivait désormais, et à la chaîne invisible qui reliait toutes ces existences à un seul point de rupture. Lorsqu'ils arrivèrent à Scottsdale, la lumière du désert l'éblouit. Tout semblait trop propre, trop ordonné, comme si la vie elle-même avait été mise en scène. La maison de Vanessa se dressait derrière une clôture impeccable, entourée de plantes soigneusement entretenues. Rien n'y évoquait la peur ou la précarité. Elle ressemblait à une vitrine, à un lieu où l'on expose une réussite sans histoire. Vanessa ouvrit elle-même la porte. Elle avait maigri, ses traits étaient plus durs, mais son regard était resté le même. Ce regard qui évaluait, qui calculait, qui ne laissait jamais transparaître ce qu'il ne voulait pas montrer. Elle ne parut ni surprise ni troublée. C'était comme si elle avait attendu ce moment, comme si elle avait toujours su qu'Éléonore finirait par se tenir là, face à elle. Elles s'assirent dans un salon lumineux, décoré avec un goût impeccable mais impersonnel. Lorraine était présente, discrète, attentive, un appareil d'enregistrement dissimulé, mais prêt. Le silence s'installa, lourd, presque respectueux. Puis Vanessa parla. Elle ne chercha pas à nier. Elle n'inventa pas de nouvelles histoires. Elle expliqua, avec une franchise désarmante, comment elle avait falsifié les documents, comment elle avait utilisé les accès qu'elle possédait, comment elle avait passé des mois à reproduire l'écriture de sa sœur à partir de vieilles cartes et de lettres conservées. Elle décrivit le choix d'Éléonore comme on décrit une équation évidente, sans émotion apparente. Elle était la candidate idéale, celle que personne ne défendrait vraiment, celle dont la loyauté aveugle pouvait être exploitée sans résistance. Lorsqu'elle aborda les motivations, Éléonore sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Il n'y avait pas eu de contrainte extérieure, pas de menace irrésistible, pas de panique incontrôlée. Il y avait eu une rancœur ancienne, nourrie au fil des années, une conviction intime que la vie avait été injuste avec Vanessa. La maison, l'attention, la stabilité avaient été perçues comme des privilèges indus. Vanessa parlait d'équilibre, de réparation, comme si voler 20 ans de vie à sa sœur relevait d'une simple correction de trajectoire. Lorraine enregistra chaque mot, consciente de la valeur juridique de cette confession. Vanessa ne s'en souciait guère. Elle semblait persuadée que le temps jouerait encore en sa faveur, que la maladie finirait par la soustraire à toute conséquence réelle. Cette assurance fut sa dernière erreur. Lorsque l'entretien prit fin, Éléonore se leva sans un mot. Elle ne ressentait ni soulagement, ni triomphe. Seulement une clarté froide. Elle savait désormais que l'espoir qu'elle avait entretenu pendant 20 ans, celui d'un malentendu ou d'une erreur tragique, n'avait jamais existé. Et paradoxalement, cette certitude la libéra. Le retour au Tennessee marqua le début d'un autre combat,
cette fois menée au grand jour. Lorraine déposa les requêtes nécessaires, accompagnée de la transcription et de l'enregistrement de la confession. Les pièces s'emboîtèrent avec une rapidité presque indécente, comme si le système, longtemps sourd, avait soudain décidé d'écouter. Les experts confirmèrent les falsifications. Les flux financiers furent retracés avec précision. Les documents qui avaient permis la vente de la maison furent démontés, pièce par pièce, jusqu'à révéler la supercherie qu'ils dissimulaient. L'affaire attira l'attention des médias. Des journalistes affluèrent à Cedar Hollow, désireux de raconter l'histoire d'une femme qui avait passé 20 ans en prison pour un crime qu'elle n'avait pas commis. Éléonore se prêta à quelques entretiens, parlant calmement, sans colère, sans pathos. Elle ne cherchait pas à incarner une victime exemplaire. Elle se contentait d'énoncer des faits, laissant à chacun le soin de mesurer leur portée. Le jour où le tribunal annula sa condamnation, Éléonore se retrouva dans la même salle d'audience où sa vie avait basculé 2 décennies plus tôt. Les mots prononcés cette fois-ci avaient un goût différent. Innocente, condamnation annulée, erreur judiciaire. Les excuses officielles furent brèves, presque mécaniques, mais la décision suffisait. Elle récupérait son nom et avec lui une part de son identité. Vanessa mourut peu de temps après. Elle n'assista pas aux audiences finales, ne vit pas la légende qu'elle avait bâtie s'effondrer. Son mari demanda le divorce en apprenant la vérité. Les biens furent gelés, les enquêtes se poursuivirent, dissipant l'illusion d'une victoire posthume. Elle s'éteignit non comme une stratège invincible, mais comme une femme dont les mensonges avaient fini par la rattraper. Pour Éléonore, la fin du procès n'ouvrit pas sur une joie éclatante, mais sur une possibilité. Elle refusa de réclamer la maison aux chênes. Ils l'avaient achetée de bonne foi, y avaient construit leur vie, accueilli des enfants. Prendre ce lieu leur infligerait une douleur qu'elle connaissait trop bien. La compensation financière et les restes de l'héritage de Vanessa lui permirent d'acheter une petite maison non loin de là, avec un jardin modeste et un perron où elle aimait s'asseoir le soir. Elle accrocha la photographie de Thomas au mur, posa la petite croix sur la table de chevet. Elle recommença à aider à la bibliothèque, à donner des cours de soutien aux enfants du quartier. Elle marchait dans les rues sans baisser les yeux, sans se sentir obligée de justifier sa présence. Lorsqu'Emma mit au monde une petite fille, elle choisit de lui donner en second prénom celui d'Éléonore. Ce geste, discret et sincère, la toucha plus qu'aucune reconnaissance publique. Le jour anniversaire de sa libération, Éléonore s'assit sur son perron, regardant le jardin s'assombrir lentement. Elle pensa à tout ce qui lui avait été pris et à ce qui lui avait été rendu. Sa victoire n'était pas celle que l'on célèbre dans les titres des journaux. Elle résidait dans cette compréhension intime. On avait tenté de la briser, de la réduire au silence, de l'effacer. Et pourtant, elle était là, encore capable de choisir, de vivre, de rester elle-même. Sa vie lui appartenait de nouveau, non parce que le passé avait été effacé, mais parce qu'elle avait appris à avancer avec lui, sans en être prisonnière. Si vous avez regardé jusqu'à la fin, c'est que vous savez reconnaître le moment où la vérité se cache dans une histoire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer la suite et d'autres récits où un seul détail change tout. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis ou sur vos réseaux sociaux pour que davantage de personnes voient jusqu'où la trahison peut aller et comment elle finit. Et dites-nous en commentaire de quel pays vous regardez. Je suis vraiment curieux de savoir où se trouve notre audience aujourd'hui.